Il est l'heure à présent d'écouter notre invité, Jacques Darras, que je remercie très vivement d'être venu jusqu'à nous. Je commence par un tout petit texte inédit qui explique, enfin, ou du moins qui parle, mon enthousiasme pour la couleur. Il y est en liaison très particulière avec la baie de Somme. S'envoler avec la couleur. J'ai 60 ans de baie de Somme derrière moi et en demanderai volontiers 60 autres pour commencer de percer ces mystères. Pourquoi ? Parce que la baie de Somme est ouverture et couvrant sa baie à la rivière Somme, elle aspire à elle tous les Sommois et ceux qui, venant de plus loin, Paris ou ailleurs, trouvent ici une image infinie de la paix, une image de ce que pourrait être la grande réconciliation des hommes avec le cosmos. Il y a plus que du simple élément maritime, céleste ou terrien dans cette large plage qui s'étale devant nous à marée basse. Il y a la présence du temps. La présence de cette donnée invisible qu'est le temps. Et que les marées, comme une horloge lente, ponctuent de leur retour ou leur allée. Je parlais de baie, je parlais de bouche-baie à l'instant. Mais ici, l'avidité se communique à tous les organes du corps. L'oreille n'est pas en reste, qui, si elle s'applique, distinguera les griffures criardes des troupes de Bécasseaux ou chevaliers, rayant à peine le sourd grondement des vagues, tel un mur liquide à l'arrière-fond. De même, la voix porte-t-elle, bondit-elle, se détache-t-elle des corps devant lesquels elle avance à une distance d'écart inouïe qui rend les présences fantomatiques à elles-mêmes en plein jour. Donc, accès gratuit à la musique la plus contemporaine, Messiaen ou Stockhausen. Maître, amenez vos classes, faites-les taire, demandez-leur d'écouter le chant astral de l'univers. Mais quoi, protestez-vous, vous ne nous dites rien de l'œil, vous le faites exprès. C'est d'une exposition de peinture que vous deviez parler. Je sais. Excusez-moi d'avoir voulu faire entendre comme Paul Claudel parlant de peinture flamande. Qu'en baie de Somme, l'œil écoute. D'abord, j'écoute le silence que de la baie. Ensuite, je regarde. Ensuite, je peins. Du moins, j'essaie. Ainsi, quelle matière employer aujourd'hui, l'aquarelle, la gouache ou l'huile ? Comment cueillir par la couleur ce mauve léger du lilas de mer blanchi par le sel qui aura laissé des traînées plus franches sur le vaisselier des Spartines? Oui, comment? Ce sera sans doute selon l'humeur ou la plus ou moins grande humidité du ciel, telle part revenant à l'insistance de la note bleue ou l'harmonie floue du gris. Laisserai-je paraître du blanc au loin, entre les nuages, pour qu'y glisse l'imagination? Finalement, je vous laisse le choix. Il m'est déjà arrivé d'imaginer que je viendrais ici un jour prochain, plusieurs jours de suite, pastel ou pinceaux en main, traquer les nuances. Alfred Manessier le Grand s'émerveillait du changement radical des lumières à l'aplomb de Noyelles-sur-Mer. C'est dit. Moi, qui dans une vie antérieure parcourus entre Le Hourdel et Saint-Valery les courants, fusil rêveur d'une main, équilibrant de l'autre mes plongeons bottés dans la vase, je me vois désormais en chasseur de la nuance, mi-oiseau, mi-ciel. Peindre dans la baie, c'est s'envoler avec la couleur. Et Jean-Jacques, je te demanderai donc de nous lancer la première image. Mes commentaires seront un peu plus fournis pour les premières images, plus surprenantes.
que pour les dernières qui vous sont, je l'espère, familières. C'est de la gouache d'écrivain, hein, j'insiste bien, je ne me prends pas pour un professionnel. Cette gouache m'est revenue à l'âge de 50 ans, et je vous expliquerai pourquoi. Alors je commencerai par un autoportrait et terminerai avec un autre autoportrait. Entre les deux, l'écart du temps. J'avais 50 ans quand je peignis ce premier autoportrait. 83, le plus récent, qui sera le dernier que je vous montrerai. Plus encore que d'un écart de temps, je parlerai d'un écart de style. Derrière la figure de ce singe mangabé, noir, je vois le ténébreux cinquantenaire dans la peau duquel je me suis retrouvé au mi-temps de la vie. Une espèce de Dante rentrant à mi-parcours dans la forêt darwinienne. J'avais quitté Amiens, je vivais nouvellement à Paris, près du Trocadéro. J'étais à 2 pas du musée de l'Homme. J'avais publié le premier tome de La Mai en 1988, 3 ans plus tôt. Je sentais ma vie basculer de façon sismique. Renouer avec les singes à 50 ans n'est pas très sérieux. À 11-12 ans, il m'avait fasciné au zoo de Vincennes. J'avais passé l'âge. Mais autant la première mai m'avait emmené du côté de l'eau, des rivières et des fleuves, d'une nature picarde, somme toute tranquille et pacifique, autant je sentais monter du fond de moi des angoisses liées à la mort, à l'animalité en nous, aux pulsions sexuelles incontrôlables de l'espèce humaine. Je ne dirai jamais assez ce que je dois aux découvertes archéologiques abbevilloises d'un boucher de perte, complété par la lecture de l'origine des espèces de Darwin, ou son livre moins souvent cité, Descent of Man. Le regard que Darwin tourne vers l'Afrique, amorçant le grand tournant qui conduira à la découverte de Lucie, de Toumaï, ainsi qu'aux théories du long voyage d'Homo sapiens sapiens hors d'Afrique, vers le Moyen-Orient et l'Europe, faisait sortir l'universitaire que j'étais alors de son monde classique pour le faire rentrer dans la forêt primitive. J'avais abandonné les Grecs et les Romains depuis longtemps. J'avais pris la direction des îles de la Sonde, mais aussi du Congo, avec Joseph Conrad, mon sujet de thèse. Je me mis à écrire une autobiographie de l'espèce humaine, qui deviendrait le 2e tome de La Mai. D'un côté, j'exhumais le vers octosyllabe, pratiqué par mes ancêtres d'Arras au XIIIe siècle, Adam de la Halle, Jean Baudel, je composais 10 cantos de 8 x 8, 8-1, soit 5120 vers, consacrant chacun de ces cantos à un aspect de la biologie humaine. Je fus Lamarck avec Cuvier, plus Darwin, m'examinant moi-même grâce à mon vers rapide, m'opérant et me scannant dans ma banalité sanguine, osseuse, sexuelle et cellulaire, saluant les progrès rapides dans l'analyse de l'ADN, bref, composant un projet didactique, mais aussi lyrique et historique, presque à mon insu. Voilà ce que me dit ce mangabé quand je l'ai face à moi. Je traverse tous les âges de l'humanité jusqu'à lui, mais j'ai le sentiment que lui va plus vite à me dévisager. J'ai de la tendresse pour lui. La deuxième image. Dans le même temps, j'avais renoué avec la gouache. 3 années durant, et pour respirer hors de l'étouffement de Paris, nous avions loué un appartement à Calais, face à la mer et face à l'Angleterre. Calais, où Annelise, ma fille, avait été nommée pour son premier poste à son retour d'Amérique.
Elle enseigne le grec. Enseigner le grec à Calais, oui, à condition d'avoir les ferries sous sa fenêtre et les falaises anglaises de l'autre côté. Quand son âme de Parisienne n'y tint plus, je louai à mon tour, puis achetai son appartement à la lumière si vive, si crue, si flamande et hollandaise, que je me remis à la peinture. Pour moi, peindre, c'est au nord, à la lumière du nord. Par ailleurs, mon éditeur d'alors était à Bruxelles. Après que j'avais été, je mets des guillemets, expulsé de la Maison de la Culture d'Amiens, où j'avais fondé les éditions Trois Cailloux. Je haussai donc ma latitude à hauteur du Cap Blanc-Nez et d'Issel, où vivait mon éditeur. J'adore Bruxelles, la ville la plus urbainement paysanne d'Europe, selon moi. Donc sa vraie capitale. À Bruxelles, des amis à qui je m'ouvrais de mon amour pour la paléontologie me signalèrent le musée d'histoire naturelle. Je remarquai tout de suite sur les cartes qu'il était à un jet de pierre du quartier de l'Europe, justement, à Berlaymont, près de la demeure de cet étonnant géant de la peinture que fut Antoine Wirtz. La conjonction de ces trois faits se cristallisa durablement après ma visite aux iguanodons de Bernissart. Remis sur leurs pattes, iguanodones, j'emploie le féminin, ce furent des iguanodones, remis sur leurs pattes par les savants. Ces squelettes, vieux de 130 millions d'années, c'est-à-dire le Crétacé inférieur, découvert en 1878 dans une fosse minière à 300 mètres sous terre, hauts de 6 à 7 mètres, ont été savamment placés en position cavalière, dressés sur leurs pattes postérieures et en passe de dévorer des angiospermes, ces hautes fougères, leur nourriture. Tous ces éléments se mélangent dans ma gouache, les représentant au bord de la Manche, à Calais, dans une gigantesque et ironique compression du temps. J'ai intitulé cette gouache « Deux iguanodons de Bernissart découvrent la catastrophe géologique de la Manche ». À troisième image. Un autoportrait de profil. Il était impératif que je revienne sur Terre après ce séjour chez les animaux. Je me suis donc peint dans mon cadre favori des places d'Arras, pour lesquelles j'ai dit plusieurs fois mon émerveillement. Elles sont un modèle d'équilibre, ont été reconstruites à l'identique après la Première Guerre mondiale, l'esprit des tavernes et des tréteaux du XIIIe siècle, ainsi que celui de la carité des jongleurs et des bourgeois, dite carité Notre-Dame, y persiste encore, pour qui veut bien se frotter à un minimum d'histoire ou de culture. Comment interpréter l'air effaré que j'ai sur cette gouache? De quoi suis-je en train de me sauver? Suis-je poursuivi par le mangabé et les iguanodons, ou plus simplement par les remords de mon existence tumultueuse d'alors? J'ai intitulé cette gouache « Autoportrait au pignon flamand ». Oui, on peut passer à la 4. Oui. Cette gouache, qui illustre d'ailleurs, merci Jean-Jacques, le prochain bulletin de la Société d'émulation, cette gouache est ma seule œuvre abstraite, dirais-je un peu pompeusement. Je l'ai intitulée Doggerland, et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai d'abord tenté une douzaine d'esquisses avant de me décider à la choisir. Je l'ai incluse sous le titre norvégien
Storegga Lights dans la première édition d'Irruption de la Manche aux éditions de Cri à Bruxelles en 2011, avant de la reprendre sur la couverture du Cœur maritime de la Mai, 8e et dernier volume de la Mai, aux éditions du Castor Astral en 2022. Pourquoi Doggerland ? Dans ma passion pour la géologie, si étroitement liée à la paléontologie, je suis tombé sur cette information en anglais, ayant à peine filtré en France. À savoir que la Manche, The Channel, côté anglais, avait été le produit d'une gigantesque fonte des glaces au 8e millénaire avant Jésus-Christ, soit la dernière glaciation, qui avait séparé l'Angleterre du continent et l'avait changée en île. Ce sont des chercheurs de l'université de Birmingham qui répandirent la nouvelle. On avait en effet ramassé sur le fond de la Manche des outils préhistoriques, attestant d'une lointaine occupation et d'un passage entre les deux terres. Le Channel avait-il été le résultat d'une violente inondation, Storegga en norvégien, ou d'une lente montée des eaux? Je trouvais l'information tellement excitante que je composai un poème des deux rives, commençant par l'anglais, que je traduisis moi-même en français, une espèce de poème bilingue, enchâssant une réflexion sur l'archéologie picarde, de Bouchet-de-Perthes à Roger Agache. Pour moi, le poème est et doit être une exploration dans le sillage de la science. Aucun état d'âme à cela. Ma gouache est essentiellement un geste irruptif et disruptif dans un monde lacustre, au-delà duquel se profile la cassure crayeuse blanche des falaises de Douvres. Au musée municipal de Douvres était exposée une longue barque datant d'au moins 4000 ans. Chaque fois que je vais à Blanc-Nez, Cap Blanc-Nez, je sens, je pressens ces mondes engloutis. Je vibre à leur évocation. Je perçois le lent travail du temps sous l'eau. Ah oui, je suis toujours côté anglais, côté Angleterre, et je suis sur la falaise d'Eastbourne. Très bref commentaire. J'aime aussi particulièrement ce privilège de me voir et de me faire signe à moi-même depuis la côte anglaise. Depuis la falaise d'Eastbourne, par exemple. Comme dans cette gouache, le banc rouge sur la falaise à 8 heures du matin l'été. C'est à Eastbourne que Claude Debussy composa un mouvement de son poème « La mer ». En pressant les falaises normandes de Dieppe, derrière l'horizon, si on regarde bien. Changeons de paysage géologique. Autre paysage géologique maritime, où l'histoire le dispute à l'espace. Un espace difficile, vertigineux, peu propice à ce que des hommes s'y accrochent, admettez. Il y a 2 rochers, Skelligs les appelle-t-on, au large de l'Irlande, dans le comté de Kerry au sud-ouest. Le plus spectaculaire des 2 rocs émergeants de la mer se nomme Skellig Michael. C'est un peu le mont Saint-Michel irlandais. On y va en bateau quand la mer est acceptable. Au bout d'1 heure de trajet, pour 11 kilomètres,
de distance. J'aurais dû attendre 3 ans pour effectuer cette traversée. Le ciel s'est enlevé à la dernière seconde. Embarquement à Portmagee, entrée dans l'Atlantique, chahut incroyable des vagues qui se croisent et se recroisent, bousculant le petit caboteur. Arrivé le matin sous le soleil, impression d'un miracle, d'une apparition féerique, saluée par des colonies de fous de bassans et de macareux moines. Image inoubliable qui continue de me hanter. Le Piton culmine à 220 mètres au-dessus de la mer. Des moines celtes de l'église celte s'installèrent sur ce Piton du 5e au 13e siècle. Des ascètes et des athlètes se nourrissant d'oiseaux et de poissons. Restent sur le côté, face à la terre, à l'abri des tempêtes atlantiques, leurs ruchers de pierres jointoyées. Le touriste n'a droit qu'à 2 heures de visite, encore réduite par l'ascension nécessairement lente sur un escalier vertigineux taillé par les moines eux-mêmes. Exception faite pour l'équipe de Star Wars, le film, épisode 7, le réveil de la force, qui fut tourné avec l'équipe qu'on imagine se poser par hélicoptère. Qui n'a pas un faible pour l'Irlande? Tout est parti pour moi de Lan, la ville de Lan, la ville des clercs irlandais, venus installer leur école théologique au 8e siècle. Voir la rue des Scots irlandais à Lan. Les seuls savants hellénistes de leur époque en Occident, recrutés par le petit-fils de Charlemagne, Charles le Chauve, pour traduire l'évangile de Jean en latin. Il y avait alors une route d'évangélisation celte, irlandaise, traversant la Picardie, Péronne en particulier, jusqu'à Luxeuil dans les Vosges, puis à Saint-Gall, Saint-Gallen en Suisse. Aujourd'hui, c'est le parcours de l'A27. Chaque fois que je monte à Lan, ou montais, parce que en état physique ne me le permet plus, par les marches partant de la plaine, je pense à la montée vers la lumière de mon philosophe préféré, Jean Scott Érigène, et je pense à la montée des moines de 220 mètres d'escalier pour gagner leur Piton rocheux. Les 2 images suivantes montrent les ruchers, ces cabanes, ces huttes de pierre jointaillées dans lesquelles, dès qu'on entre dans une de ces ruches, on est complètement... on est totalement... Bon, enfin, tant bien que mal, là, j'ai essayé de saisir. C'est extrêmement difficile, l'architecture de ces pierres jointoyées, mais on les imagine vivre là, quasiment plus sur Terre, quoi, dans une altitude indéfinie. Et je suis sur son volant quotidiennement, de façon invisible. La suivante également montre un de ces ruchers. Un de ces ruchers qui, d'une certaine façon, est une chapelle. Et on les imagine prier devant la lumière du fond dans cette chapelle. On passe aux images suivantes. Alors ça, c'est le Cap Grinet. C'est une image du Cap Grinet que j'ai intercalée, qui est totalement dissemblable par rapport au Cap Blanc-Nez, avec la village-ville de Ouessant qui se trouve entre les 2 caps. Et ce Cap Grinet est austère et sévère. Et il est extrêmement curieux et difficile d'accès. Il est plus près de Boulogne que le Cap Blanc-Nez qui est près de Calais. À des 2 caps, je préfère le Cap Blanc-Nez qui est plus spectaculaire. Mais je vous invite, si vous ne l'avez déjà fait, à voyager jusqu'à ces 2 caps.
Ça vaut la peine, en particulier lorsque la Manche est déchaînée. On va passer à l'image suivante. On arrive à la Mai. À la Mai, là, en amont de la plage de la Mai, et en aval de rue, dans la voie qui mène directement à la baie. J'en reviens à la Mai, autrement dit, je redescends sur terre. J'aime la platitude du Ponthieu et du Marcanterre, à travers quoi ce petit fleuve serpente. Le voir soudainement à sec, complètement à sec, à l'été 2022, m'a fait prendre conscience de sa fragilité, de la fragilité de l'eau en général, cet élément avec l'air sans quoi nous ne pourrions pas vivre. La Mai, j'en ai fait mon fleuve étalon des grands fleuves du Nord, l'Escaut, la Meuse, le Rhin, soit les fleuves qui ont fait le commerce et l'Europe, le commerce de l'Europe, dans leur dynamisme géographique, qui ont fait la renaissance arageoise, puis flamande, brugeoise, gantoise, anversoise, entre les XIIIe et XVIe siècles. Je ne conçois pas l'Europe sans les villes, sans les places publiques de la démocratie. Donc à l'été 2022, j'ai redonné des couleurs à la Mai, mon fleuve natal, je l'ai pris en charge, je l'ai accompagné de Crécy à Rue, via Régnières-Écluse, Bernay et Arry, puis jusqu'à la baie où il se jette en petit fleuve indépendant. Je me suis levé de bonne heure pour voir le soleil m'éblouir sur la plage de la Mai. Je passe à la gouache suivante, que j'ai intitulée « L'aube explose ». Ça, c'est une gouache osée. Je ne sais pas très bien quoi en penser, mais je l'ai faite. Et donc l'aube explose sur l'Obione, l'Astère et la Spartine. J'ai eu la joie de pouvoir faire partager ma passion pour cette baie à mon éditeur amiénois Philippe Leleu, ainsi qu'au comédien Jean-Michel Noiret, dont j'ai déjà parlé, qui a transformé l'école publique de Pontoise en galerie-théâtre, et qui va y donner une lecture de « Je suis une rivière ». Cette gouache illustre le petit livre édité par Philippe Leleu, le poème illustré de gouache dont je vous parle à l'instant. Et je vais passer maintenant dans les 4 gouaches qui suivent, 10, 11, 12, 13, aux plages de la Manche. Ça, j'ai intitulé ça « La Mai réfléchie ». J'aime bien cette gouache. Elle est un peu plus foncée dans l'original. Le scan l'a un peu affadi le bleu. Mais je suis absolument, fasciné par les reflets dans l'eau, par le reflet des nuages dans l'eau de la Mai, dans cette plage de la Mai. Et comme le ciel est constamment changeant, j'ai l'impression que je pourrais y mettre mes gouaches, je pourrais y venir et quasiment y vivre en permanence. Je passe donc la première plage. Voilà, ça c'est la plage du Crotoy que vous ne reconnaissez peut-être pas. La plage du Crotoy, l'été suivant de 2023, c'est-à-dire l'an dernier, je l'ai consacrée aux plages de la Manche. J'aime à me partager le paysage ainsi. Les plages pour la métaphysique, les places pour la démocratie. Vient donc une succession de plages, dont celle du Crotoy et de Caen, 2 variations sur l'infini qui m'inspirent. Ici, j'ai intitulé cette gouache « Promeneur dans l'attente du rayon vert de Jules Verne ». J'aime bien soigner les titres. Il y avait ce jour-là non pas le rayon vert, mais un rayon tout blanc qui tombait sur la plage d'à travers les nuages. C'est ce que j'ai essayé de dire. La plage suivante.
c'est toujours la plage du Crotoy par temps de canicule. Mais vraiment, temps de canicule. Je ne sais pas si vous reconnaissez l'endroit, mais c'est au bas de l'escalier de l'hôtel des Tourelles. Quand vous descendez, j'ai pris cet escalier, du reste vertigineux et pour mon âge un peu dangereux. J'y suis arrivé, et quand je suis arrivé en bas, la protection de ce petit mur m'a donné l'impression qu'il faisait 35 à 40 degrés. J'ai essayé de donner cette impression de chaleur écrasante sur cette plage que j'ai intitulée, bêtement peut-être, platement, l'accès à la plage, tellement ça avait été difficile. La plage du Crotoy, une dernière fois. Oui, j'ai remarqué, comme vous sans doute, que les galets, on le constate de plus en plus, colonisent la plage du Crotoy. Non seulement les herbes, le lilas de mer et les spartines au côté plage de la Mai, mais au Crotoy, il y a des galets. Et là, j'ai saisi une journée où il y avait une équivalence extraordinaire, une symétrie passionnante entre la plage elle-même et le ciel. À tel point qu'on se demandait si les galets ne reflétaient pas les nuages dans le ciel. Difficile à peindre, la plage. Pour ce que la plage, alors ça, je vais venir à la suivante. Alors, j'ai intitulé cette gouache « Nuages, galets, égalité ciel à ciel sur la plage du Crotoy ». Là, oui, un peu difficile à voir. Je passe du Crotoy à Caen. Caen est difficile à peindre pour ce que la plage et les dunes convergent, selon les lois de la perspective, dans la profondeur, sans que la ville, plutôt le village, la ville balnéaire de Caen, ne dérange en quoi que ce soit la perspective, ne dépasse en quoi que ce soit du profil de la perspective. J'ai intitulé devant cette difficulté, des titres très longs, cette gouache, « Le peuple des couteaux m'offre la maigre consolation d'un premier plan ». Oui, c'est un peu autodérisoire. La deuxième est une audacieuse également. C'est un coucher vespéral, donc, sur la plage de Caen. Et alors, les couleurs que j'ai peintes très spontanément m'ont fait penser à l'un de mes peintres favoris, qui est le peintre romantique allemand Caspar David Friedrich, que certains d'entre vous connaissent, et dont les toiles les plus extraordinaires sont au musée à Berlin et également à Hambourg. J'adore Caspar David Friedrich, qui est le peintre du romantisme par excellence. Et donc ces couleurs nocturnes sont absolument éblouissantes. Alors là, je me suis toujours moqué de moi-même en montrant les chars à voile. C'est vrai d'ailleurs sur la plage de Caen à cette heure-là. J'ai intitulé cette gouache « Caspar David Friedrich prend des cours de chars à voile à Caen ». Bon, je me suis amusé, quoi. Alors ensuite, oui, alors là, c'est toujours la plage de Caen et toujours cette fascination que j'ai pour le reflet des nuages dans le miroir d'eau qu'il y a lorsque la mer descend et qu'elle laisse ce miroir d'eau et les inévitables couteaux qui me servent toujours de premier plan, si je puis dire, d'une certaine façon. Mais on cherche vainement le premier plan sur une plage comme ça. Reflet, déferlement, l'écriture de la mer à Caen plage. Cela dit, ma donc fascination des reflets du ciel sur le sable à peine quitté par la marée, cette réciprocité des éléments en l'absence discrète de l'homme, et cette réciprocité qui est souvent image de beauté. Alors je passe à une ferme du Marcanterre. Il n'y en a plus beaucoup de cette allure, de cet acabit. J'en connais encore 2 ou 3. Peut-être en connaissez-vous, vous. Je les trouve assez étonnantes.
est vraiment étonnante. Alors, elle a été reprise par des vacanciers et ne sert plus de ferme. J'aime la placidité close sur elle-même des vieilles femmes du Marcanterre. Leurs toits rouges, leurs murs chaulés de blanc, Solin noir adossé à même l'immensité de l'espace. Je les vois comme une image de solitude, liée à la civilisation par de minces câbles aériens, il y en a un qu'on distingue peut-être, à peine distinct dans le ciel, symbole de notre isolement existentiel. J'ai intitulé cette gouache avec tendresse « L'abonnement au ciel », au-dessus de la ferme, mais aussi du téléphone. Je vais ensuite donc à d'autres rivières, ici l'Authie. Je privilégie la Mai, certes, mais je respecte tout autant l'Authie et la Canche, ses sœurs, ses compagnes, indépendantes comme elle, et à certains égards plus volumineuses, plus allantes et en meilleure santé. Connaissez-vous Tigny-Noyelles, où j'ai capté l'Authie? Moi, pas jusqu'à ce jour, où j'ai suivi la pente du village sur la rive droite de l'Authie, en plein virage. Quant à la Canche, qui va venir après, comment ne pas la peindre au dos de l'hôtel particulier qui fut le lieu de naissance de l'abbé Prévost, devenu une maison d'hôte que je vous recommande dans la traversée d'Édin. Ici, je pourrais revenir intarissablement à l'histoire de la Picardie et des ducs de Bourgogne ou de Charles Quint, mais je vous rassure, je m'arrête là. Et va venir le dernier autoportrait de 2023. Ah, il faudrait qu'il soit en entier, si possible. Voilà. J'ai envie de dire comme Benetton, vous me reconnaissez? Comme j'ai changé, n'est-ce pas, depuis mes années Mongabé. Je termine par des points techniques. Dernière précision, toutes ces gouaches sont faites sur un papier de fort grammage allemand. Steinbach, 250-300 grammes. Les Français ne vont pas jusque-là, du moins Canson. De dimension A3, avec des gouaches anglaises, voyez-vous que ma gouache était internationale, européenne, avant la lettre. Des gouaches anglaises que j'affectionne particulièrement, Winsor and Newton, si vivantes, et que l'on ne trouve pas en France, qu'on ne trouve qu'à Bruxelles, chez le grand vendeur de couleurs et de matériel plastique, Schleiper, chaussée de Charleroi. Si vous allez à Bruxelles, chaussée de Charleroi, je vous en prie, entrez dans ce souk aux couleurs. C'est absolument faramineux. Pour les portraits et les contours, ce sera ma dernière précision, celle-ci par exemple, celui-ci. Je dessine directement à la gouache, au pinceau, et pas au crayon. Voilà. On a fait un tour de la centaine ou les 200 gouaches que j'ai faites, certaines ratées, et donc que je considère comme telles, et d'autres que j'ai laissées de côté.